Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tome 2 de There is no saint, There is no devil de Sophie Lark. Alors, désolée pour l'attente, mais j'ai un problème parfois avec les livres. Quand c'est trop long ou comme celui-ci, trop court, je me rappelle pas de tous les détails. Du coup, avant de vous faire la vidéo, je tenais à faire une relecture pour vous donner bien le résumé de ce livre quand même. Il y avait des trucs qu'il fallait que je me rappelle, donc me voici. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner et de liker, c'est très important pour booster la chaîne. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, je ne vous remercierai jamais assez. Alors, je vous ai fait le résumé entier du tome 1 dans la vidéo consacrée à ce tome, donc je ne peux pas vraiment revenir sur les détails de cette vidéo-là. Si vous voulez aller checker, n'hésitez pas. On va commencer direct avec la fin du tome 1. On sait maintenant que le psychopathe de tout ce livre, c'est Sean, donc le rival de toujours de Cole. Et que non seulement il a essayé de faire porter le chapeau à Cole pour tous ses crimes, mais qu'en plus il lui a clairement fait comprendre qu'il comptait s'en prendre à Mara. Alors Cole, en étant le petit ami protecteur qui veut protéger l'amour de sa vie, il a pris Mara de l'appart pourri dans lequel elle vivait et il l'a emmenée vivre chez lui. Donc maintenant, elle travaille exclusivement avec ses toiles. Elle a démissionné du resto où elle travaillait. D'ailleurs, j'ai trouvé ce moment trop mimi parce que Cole, il venait avec elle tous les jours au restaurant et il attendait qu'elle termine. Et puis quand le chef du resto, il a découvert que ça y est, elle avait percé en tant qu'artiste, il a dit que ça y est, c'était plus la peine qu'elle travaille pour lui, mais elle ne voulait pas le laisser. Et Cole, en fait, il n'avait pas compris ce qui se passait. Il a suivi Mara, elle lui en voulait. Pour lui, enfin pour elle, c'était à cause de lui qu'elle s'était fait virer, alors que non. Il lui a dit qu'il lui ferait jamais de mal, et c'est là qu'elle a fondu en larmes et qu'elle a expliqué à Cole qu'elle n'avait pas l'habitude que les gens disent des choses gentilles à propos d'elle et qu'elle pensait sincèrement que c'est Cole qui avait saboté son taf. Mais après, en fait, c'est le point culminant de leur relation, c'est devenu vraiment un couple et elle a fini par lui faire confiance à ce moment-là parce qu'il lui a dit qu'il ne lui ferait jamais de mal et qu'il ne parlerait jamais de mal d'elle. Et là, en fait, ils deviennent un peu un couple avec une routine. Ils vivent dans la même maison, il la nourrit bien, ça fait des années qu'elle vit en mangeant sur le pouce. Sauf que le problème de Sean plane toujours sur leur tête. Mara, elle a son premier vernissage qui approche. Pour une fois que ses toiles seront exposées l'une à côté de l'autre et pas une artiste random parmi tant d'autres dans une expo, elle est vraiment stressée. Elle prépare ça avec énormément de appréhension, surtout à cause de Sean. Elle a vraiment peur qu'il se pointe, ce qu'il fera le jour J. Mais bon, ça, c'est pas pour autant qu'elle va passer à côté de l'opportunité de sa vie. Ses toiles se vendent très bien, son expo passe crème. Tout le monde adore. D'ailleurs, le concept qu'elle a fait, c'est les traumatismes d'enfance. Et ces toiles, elles sont très parlantes. Et elle parle à beaucoup de personnes qui ont vécu les mêmes traumatismes qu'elle. Ça se vend bien, même Cole, il est fier d'elle, tout se passe très bien. Sauf que, comme je l'ai dit, la menace de Sean, elle plane toujours et que quand Mara voit que la pile de cadavres commence à s'enfiler et que les news ne parlent que de ça, elle décide d'affronter son côté noir et de dire à Cole, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il se débarrasse de lui parce que c'est clairement un problème. Et que maintenant, ils avaient compris que Sean, il avait l'intention de se venger de Cole en utilisant Mara. Donc il allait le détruire à un moment ou à un autre. Maintenant que l'effet de surprise est passé, Sean est prêt à attendre 20, 30, 40 ans, même à faire durer le plaisir, juste pour faire souffrir Cole. Parce que plus il passera de temps avec Mara, plus ça sera dur au moment où Sean la lui arrachera. De la pire des manières. Et du coup, ils échafaudent un plan, Cole et Mara, pour se débarrasser de Sean. Et là, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous conseille de vous arrêter là. Mais je tiens aussi à vous dire que le livre est très court. Du coup, il n'y a pas vraiment matière à ne pas spoiler. Voici mon timecode pour mon avis et mes citations préférées. Mais à part ça, genre le livre, il fait à peine 200 pages. Donc, tirez-en vos propres conclusions. Pour moi, les spoils dans ce livre, c'est un peu une nécessité parce que si je vous spoile pas, il y a rien en fait d'autre dans ce livre. C'est vraiment ça le problème avec Sean. Tout le livre parle que de ça. Anyway,
Alors, leur plan, c'était que le jour de la veille de Noël, ils le coinceraient dans un labyrinthe, Mara serve d'appât, mais qu'ensuite Cole lui a donné le moyen de s'échapper du labyrinthe. Cole interviendrait et se débarrasserait de Shaun, sauf que ça se passe pas du tout comme prévu. Et il y a la police qui débarque, enfin un inspecteur, l'inspecteur Hawks, je pense. J'espère que j'ai pas écorché le nom. Il débarque et là, c'est à Cole d'intervenir pour l'éloigner. Le problème, c'est que Mara est déjà sur place et que Shaun aussi. Donc, c'est un peu la course. Mara, elle se cache là où Cole lui avait conseillé. Mais au moment où elle attaque Shaun, eh ben, il réalise qu'elle est juste derrière lui et il esquive le coup qu'elle lui portait à la tête. Et du coup, elle lui donne un petit coup sur l'épaule. Elle s'échappe tant bien que mal, sauf que elle est dans un labyrinthe. Elle finit par rentrer dans une impasse et Shaun la rattrape et il est à ça, mais vraiment à deux doigts de la buter. Sauf que Cole intervient et dit à Mara, casse-toi. Il commence à se battre avec Shaun et ça se passe pas très bien pour Cole parce que c'est Cole qui a quelque chose à perdre dans cette bagarre. C'est Cole dont la femme de sa vie, elle est juste derrière. Ce n'est pas Shaun. Et lui, il est très conscient de ça, donc il sait qu'il a une faiblesse et il l'utilise pour avoir l'ascendant sur Cole. Et quand Mara, eh ben, elle appelle Cole, elle le distrait et Shaun en profite pour avoir l'ascendant sur Cole. Il est en train de l'étrangler et il a failli le buter. C'est là que Mara entre en scène et que c'est elle qui décide de Shaun. Et là, il se produit un truc dans sa tête, à peu près le même truc qui s'est produit, ce qui s'est passé avec Cole le jour où il a tué la première personne qu'il a eu, sa victime, son oncle. Rappelez-vous dans la vidéo du tome 1. Elle trouve ça magnifique. Oui, moi aussi je trouvais ça glauque, mais bon, on ne juge pas, c'est quand même de la dark romance, et de la dark romance pure et dure, hein. Et là, les deux, ils fondent l'un sur l'autre. Maintenant que Shaun est mort, ils s'embrassent, ils ont un rapport sur la neige. Ça pourrait être presque romantique si c'était pas aussi glauque. Et ensuite, ben, c'est Cole qui finit par se débarrasser du cadavre de Shaun et c'est là qu'on apprend, aussi, pendant le rapport sur la neige, la signification de la couverture. En gros, le serpent blanc qui s'emboîte parfaitement avec le serpent noir. Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo du tome 1, Mara, elle est aussi tarée que Cole, sauf qu'il y avait la couche de vernis, en ce qui la concerne, où elle n'était pas encore flétrie. Et vraiment, le moment où elle a buté Shaun, c'est le moment où tout le vernis a disparu et que son côté taré est ressorti. Et que cette fois, ça y est, elle et Cole, c'est devenu le match parfait. Ils s'emboîtent très bien l'un avec l'autre et tous ces démons font écho aux siens. Et voilà. Ensuite, ben Mara elle finit par confronter sa mère à propos de l'identité de son père biologique et elle finit par apprendre que c'était juste un coup d'un soir et que sa mère ne se rappelle même pas de qui était cet homme. Elle finit par la buter elle aussi parce que Cole lui a appris que la vengeance, c'était un truc qui lui était dû et que si elle finissait par mourir de cause naturelle, ah ben, l'amertume qu'elle ressentait envers sa mère ne disparaîtrait jamais. Sa colère resterait là et que le seul moyen de s'en débarrasser, c'était de se débarrasser de la cause de sa colère. Et du coup, voilà, ils vivent un peu à la Bonnie and Clyde façon serial killer. Et ils filent le parfait amour avec plein de thunes parce que les deux sont riches maintenant que c'est des artistes de renom. Voilà, fin du tome 2. Alors, en ce qui concerne mon avis, pour ça, il n'y a pas grand-chose à dire de ce livre-là, à part que c'est un peu la suite logique du tome 1. Perso, d'ailleurs, j'aurais préféré que ça ne soit qu'un one-shot, et elle aurait très bien pu placer des trucs importants dans la fin du tome 1, et ne pas avoir à écrire le tome 2, parce que le tome 2, il est un peu, je vais pas dire vide de... Enfin, si, il est un peu vide de sens, parce que, au fait, la seule véritable action qui se passe, c'est ce qui se passe avec Sean. Donc, à la fin, à la toute fin du livre. Donc, je trouve pas qu'il y ait matière à faire 2 tomes, mais c'est la vision de l'autrice, donc je la respecte. Ce n'est que mon avis de lectrice. Les personnages, comme d'hab, ils sont très bien travaillés. Leurs folies s'emboîtent parfaitement l'un avec l'autre. Ils forment le parfait petit couple de serial killers. Tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi, pour eux. Voilà quoi. En fait, c'était une bonne dark romance, mais n'empêche, j'ai préféré le tome 1 au tome 2. Voilà quoi. Ça m'a pas autant transporté que le tome 1. Le côté artistique est toujours présent, mais un petit peu moins que le tome 1. On apprend beaucoup plus de choses sur Cole. En soi, c'était un petit peu évident aussi. Mais voilà quoi. Ce tome 2, ça a pas été la révélation comme le tome 1. Je lirai encore des livres de Sophie Dark, hein, ça sera pas mon dernier. Mais voilà quoi. J'ai préféré le tome 1. Il était bien, hein, mais pas incroyable. Voilà.
En ce qui concerne mes citations préférées, mais aussi dément que ça puisse paraître, la première personne à avoir montré un réel intérêt pour moi, c'est Cole. Son attention est oppressante et égoïste. Mais je la veux quand même. L'homme qui s'est toujours foutu du monde entier et obsédé par la fille dont personne ne s'est jamais soucié. Tu mérites d'être ici autant que n'importe qui, plus que n'importe qui même. Tu as du talent, Mara. Un putain de talent. Tu es déjà une célébrité. Le reste du monde ne le sait pas encore, mais moi si. Tu vas créer des œuvres d'art qui feront fléchir les gens, qui vont les faire pleurer et crever de jalousie. Nous sommes enroulés l'un sur l'autre, entortillés, pas un seul serpent, mais deux, le noir et le blanc. Si semblables, j'en suis tellement fière. Voilà pour la duologie de There Is No Saint de Sophie Lark. Vous inquiétez pas, j'ai reçu vos messages pour le tome 2 de Binding 13, ça arrive très bientôt. Le problème avec ce livre-là, c'est qu'il est trop long. Donc je suis en train de me le refaire, mais vous inquiétez pas, la vidéo sort très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Mettez-moi en commentaire si jamais il y a un truc que vous n'avez pas compris ou si vous voulez des clarifications, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous laisse. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!